Bonjour à vous. On a vécu quelque chose d'horrible dans les CHSLD, puis les EHPAD, comme on dit en Europe. Puis, par rapport à cette situation-là, il y a des gens qui disent, ben, le gouvernement a fait ce qu'il pouvait, puis on n'aurait pas fait mieux à sa place. Puis on cherche à oublier ça. On voudrait oublier ça parce que c'est horrible. Puis il y en a d'autres qui se questionnent en se disant, ben, attends, possiblement qu'ils savaient que les morts allaient être surtout dans les centres pour personnes âgées ou parmi les gens qui ont une comorbidité, c'est-à-dire plusieurs maladies, parce que dans l'Est du monde, déjà, ces pays avaient été frappés par la crise avant de s'en venir chez nous. Puis il y a d'autres personnes qui affirment haut et fort que tout ça était planifié. Et il y a des étiquettes qui sont données à ces gens-là, conspirationnistes, complotistes, puis ces étiquettes ferment le dialogue. Je vais essayer de nous aider à comprendre pourquoi on en est rendu là, à vivre cette situation-là, puis à avoir du mal à s'entendre aussi, à se comprendre. Alors, si on se rapporte à ce qu'on vivait avant cette crise-là, depuis un bon bout de temps, c'est que d'abord, on était super occupés. On travaille le jour, on arrive à la maison, on fait à manger. Si on a des enfants, on s'en occupe, on fait le taxi pour les voyager d'une activité à une autre. On a nos propres loisirs. Puis souvent, on est vraiment fatigué, puis on s'assoit devant la télé, par exemple. Puis en plus de ça, ben, on essaie d'aller voir nos parents et nos grands-parents de temps en temps. Puis quand le confinement est arrivé, ben, à ce moment-là, il y a une partie de la population qui a trouvé ça soulageant. Pourquoi? Parce que le gouvernement allait les payer à rester chez eux, à se reposer, à faire des choses qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire. Puis en même temps, ben, ces gens-là, on leur a dit, vous n'avez pas le droit d'aller voir vos parents et grands-parents pour les protéger, pour ne pas les contaminer. Puis jusqu'à un certain point, c'était soulageant parce que ces gens-là avaient confiance dans le gouvernement, qui leur disait, ben, nous, on va s'en occuper de vos parents et grands-parents. Mais au même moment, le gouvernement a dit aux soignants, ben, si vous avez peur du virus, restez à la maison. Restez à la maison. Puis on s'est retrouvé dans une situation de manque de personnel. Alors, il faut comprendre que la situation qu'on a pu vivre comme adulte indépendant, autonome, est très différente de celle que les aînés ont vécue durant le confinement. C'est-à-dire que quand on est une personne qui a besoin d'autres personnes pour faire ses besoins, pour se laver, pour aller aux toilettes, pour marcher, puis qu'on se retrouve sans personne pour nous aider, ben c'est horrible. Puis on peut faire l'effort, chacun de nous, même si on voudrait oublier ça. On voudrait effacer de notre mémoire ce qui s'est passé dans les CHSLD et les EHPAD. Ben, on peut faire le petit effort de s'imaginer ce que c'est d'être une personne vieillissante en perte d'autonomie, alitée ou sur sa chaise ou encore devant la porte fermée, barrée, d'être en train d'essayer de crier. J'ai besoin de voir mes enfants. Oui, j'ai faim, j'ai soif, je suis peut-être pleine dans mes culottes, mais j'ai besoin de voir mes enfants.
Parce qu'à cet âge-là, ce qui est le plus important, c'est d'être entouré des gens qu'on aime, qui nous sécurisent, qu'on connaît, qui nous connaissent. Je vous jure que c'est pas d'être entouré de soignants, d'experts ou de gens qui viennent habillés comme des astronautes ou habillés comme à la guerre. Et en parlant des soldats qui sont venus. Surtout des gens qui portent un masque, on comprend pas, parce qu'on entend mal, puis on voit pas leur expression sur le visage. Alors, c'est pas pareil le confinement pour une personne âgée dans ces conditions-là. Ça, c'est horrible. Alors, si je reviens à cette compréhension qu'on peut avoir de ce qui a été vécu et de pourquoi on en est rendu là, c'est qu'un jour, le gouvernement nous a dit on va construire des grandes bâtisses qui vont coûter très cher, puis dans lesquelles on va pouvoir mettre vos parents, vos grands-parents, puis ils vont être entourés de personnel soignant, de tous les spécialistes nécessaires, avec des piscines, des activités organisées pour eux, même des petits voyages. Puis il y a de ces bâtisses-là qui vont coûter très, très cher, les bâtisses de luxe, dans lesquelles vous allez être dans des appartements, comme si vous étiez autonome. Mais cet argent-là qui a été mis pour ces bâtisses aurait pu être donné aux familles qui sont très occupées et qui ont besoin d'aide pour prendre soin de leurs parents et leurs grands-parents, comme on le faisait bien avant. Alors, c'est un calcul qui est assez simple à faire, de comparer la construction d'une grande bâtisse avec un personnel spécialisé, des piscines, des infrastructures. Comparer ça à permettre à un aîné de rester chez lui ou dans la maison de ses enfants ou dans des maisons bigénérationnelles. Je pense que si on réussit à comprendre assez bien ce qui s'est passé, on va éventuellement réussir à s'entendre, puis à éviter l'effet qu'a eu ces décisions sur nous, sur les familles, qui a été de nous diviser, de les briser, ces familles, ces liens qui sont si importants. Quand on est à la veille de notre mort, on réalise que tout ce qu'on a accumulé comme bien matériel grâce à ce travail qu'on a fait à tous les jours, mais en fait, 8 heures par jour, 5 jours semaine, c'est très futile parce qu'on n'amène pas ça dans notre tombe. Et ce qui est important, c'est beaucoup plus les relations qu'on a eues avec les gens qu'on aimait. Puis les moments de sérénité, de calme qu'on a pu retrouver quand quand on avait du temps libre pour marcher dans la nature, par exemple. Les moments qu'on avait pour développer nos passions. Il n'en reste plus beaucoup de ces moments-là. Ça fait mal de penser à ce qui s'est passé. Puis il y a une partie d'entre nous qui cherche à oublier. Puis une autre partie des personnes qui l'ont vécu parce qu'il était un proche aidant, qui avait l'habitude d'aller aider un parent ou un grand-parent à s'habiller, à se nourrir, à aller à la toilette, à se promener dans les corridors au dehors. Cette personne-là a été brisée parce qu'on y a enlevé la possibilité d'aider quelqu'un qui est mort à travers cette crise-là. Ces gens-là n'oublieront jamais. Jamais. Plus jamais. C'est probablement ce qu'on a envie de dire après cette crise-là. Plus jamais on va laisser l'État nous faire croire qu'il va s'occuper de nos parents et grands-parents. Plus jamais on va accepter de mettre une barrière entre nous et eux.
de briser nos familles. Plus jamais on va laisser l'État, que ce soit un État nationaliste ou un État mondialiste, décider pour notre propre vie en supposant qu'il nous protège. Dans cette crise, on commence à comprendre que ce qui se passe actuellement sur un plan politique, c'est le fait de discréditer les chefs politiques et même l'opposition pour les décisions qui ont été prises. Au même moment que des instances mondiales, l'OMS, l'ONU, avaient déjà commencé à dénoncer le confinement, le port du masque, même la vaccination. Dans cette mouvance qui est, pour certains, voulue, préparée vers les organisations décisionnelles qui sont plus mondialistes. On est à la veille des élections. Pour moi, c'est un show. On a mis en place un système politique qui s'oppose fondamentalement. Trouvez-vous que ça a du sens? Ma mère qui est décédée disait, je comprends pas, les partis politiques devraient s'aider, s'entraider. On devrait mettre les compétences ensemble pour prendre des décisions. On tourne en rond avec un système politique d'opposition qui est peut-être voulu, qui fait peut-être partie de la grande diversion. Qui nous laisse croire que à partir d'une élection, on a du pouvoir. Le pouvoir d'élire des gens qui nous représentent et qui prennent des décisions pendant 4 ans, souvent sans nous consulter ou sans nous dire, sans nous parler de ces décisions-là. Fait que je souhaite profondément que le plus jamais nous reste en tête, puis qu'ensemble, on s'unisse plutôt que se diviser. On reconnaisse les forces des uns et des autres, plutôt que de s'accuser. Puis qu'on reconnaisse qu'on a tous subi cette situation-là et que plus jamais on va accepter qu'une instance extérieure à la famille, puis là, on peut redéfinir aussi cette famille-là, c'est-à-dire les liens de personnes qui se connaissent, qui s'entraident, qui s'aiment. Plus jamais on va laisser une instance extérieure décider pour nous personnellement et pour nous comme groupe aussi.